Alors, la conférence à laquelle vous êtes conviés ce soir, c'est donc de comprendre, donc d'élucider un peu la crise de modernisation des organisations associatives. Donc, je vais vous présenter Delphine Vincelet, qui a écrit à la suite de sa thèse un ouvrage sur ces crises de modernisation. Donc, Delphine exerce depuis une dizaine d'années une activité de formatrice et d'intervenante indépendante auprès d'équipes de projets à vocation sociale. Elle intervient en appui de démarches ponctuelles ou continues, à la fois d'apprentissage, d'accompagnement, de réflexion stratégique au cours d'une période critique. On est souvent là dans ce monde associatif justement confronté à des crises, et c'est un peu la spécialité de Delphine. Elle propose aussi de la supervision individuelle ou des supervisions responsables, des responsables associatifs ou des équipes, salariés ou bénévoles. Et son approche est centrée sur l'analyse participative des pratiques, en lien avec le sens que les acteurs donnent aux finalités qu'ils visent. Et là, on est bien dans une approche psychosociologique, parce que pour ceux aussi qui ne sont pas familiers du CIRFIP, le CIRFIP est une association à orientation psychosociologique clinique, et donc avec un travail d'accompagnement centré sur les sujets et la manière dont ils peuvent dégager du sens par rapport à leur situation, leurs activités, leur situation de travail, et notamment dans les situations de malaise et de crise. Donc, Delphine a d'abord été salariée dans le secteur associatif de la solidarité, expatriée en tant que volontaire ONG aux Philippines, au Liban. Elle a travaillé dans plusieurs endroits, notamment dans la zone Afrique de l'Ouest. Elle a travaillé aussi avec des publics de grande précarité en France. Diplômée d'un master en relations internationales et solidarité, elle a fait une reprise d'études en 2012 pour se former à la sociologie clinique et à la psychosociologie. C'est là qu'elle est arrivée donc dans notre orientation à l'université Paris 7. Et elle a mené donc une recherche doctorale qui a été soutenue sur cette crise de modernisation associative. Donc, je vais lui laisser la parole. On a un peu conçu le moment en deux temps. Delphine va d'abord présenter un petit peu ses résultats un peu de ce qu'elle a pu travailler sur les associations. Et puis, on poursuivra peut-être davantage après sur la dimension de la crise, comment ce que révèle la crise, ce que la crise a permis de comprendre aussi sur le renouvellement de ces associations traversées par des modernisations. Voilà, donc Delphine, je te donne la parole et bonne conférence à tous et à tout à l'heure pour les questions. Vous pouvez, chemin faisant, bien entendu, poser vos questions sur le chat et puis ensuite en direct, plus en direct à la fin de l'exposé. Merci Florence, et puis, donc bonsoir à chacun et chacune, et merci au CIRFIP pour cette invitation. Bon, vous l'aurez saisi dans la présentation de Florence, je fréquente le secteur associatif depuis un long moment, que ce soit comme salarié, comme bénévole et puis comme intervenante. Et c'est à travers cet engagement assez de longue date que j'ai pu constater qu'il y a un certain nombre d'organisations de ce secteur qui étaient traversées par des périodes de tension qui sont chaque fois singulières, mais qui en même temps me semblaient présenter des similitudes. Des périodes qui, pour vous donner un aperçu du climat, peut-être voilà, étaient marquées par le fait qu'il y avait des changements de fonctionnement au sein de l'association, et puis que l'ensemble des membres, salariés comme bénévoles, évoquaient la période comme faisant l'effet d'une étape transitoire dont l'issue progressive potentielle ça avait l'air toujours ajournée, toujours un peu plus lointaine. Et ce qu'en disaient les bénévoles et les salariés, c'est qu'elle était marquée, cette période, par un présentisme galopant. Chaque événement était vécu avec acuité, chassé par un autre, intense, conflictuel, et puis à chaque fois très surprenant. Avec l'impression finalement que chacun des membres était pris dans un tourbillon d'instants qui à la fois s'enchaînent
n'en finissent pas de s'enchaîner et en même temps s'effacent l'un après l'autre. Et que tous ces acteurs, finalement, semblaient troublés à la fois par leur réaction, par l'excès de leur réaction, par l'impression qu'ils avaient que c'était extrêmement fort, alors que les événements qui les heurtaient comme ça semblaient se banaliser aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Et puis troublés aussi par leur ressentiment qui devenait un ressassement obsédant. Donc cette ambiance-là, de réaction très forte, de ressassement, et avec aussi un autre élément qui était qu'il y avait vraiment ce sentiment de malaise, qui ça a été formulé, mais sans que personne n'arrive vraiment à dire comment s'était installé cet état-là. Donc ça, c'est vraiment le type de climat, de situation qui m'a, moi, donné envie de travailler sur ce type de vécu de crise avec l'idée que vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de... il se passe des choses qui nous percutent, mais on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qui se passe et ça devient... à la fois, c'était très violent et en même temps très incompréhensible. C'est ce qui m'a poussée à entamer une recherche doctorale sous la direction de Florence, on se connaît donc bien, pour comprendre ce phénomène et donc de mener un travail de thèse que j'ai soutenu en 2021. Et le livre dont il est question ce soir, c'est la publication d'une partie de ce travail. Alors, comment vous présenter ce livre, puisque l'idée, c'est que cette conférence vous permette d'entrer en contact avec l'ouvrage. Donc, le livre, il s'intitule « Comprendre la crise de modernisation des organisations associatives ». Mais il aurait aussi pu s'intituler « Étude d'une assoce au moment où elle tend à devenir mammouth et de la crise que cela déclencha ». Donc, ce titre alternatif, il fait écho évidemment à la fable de La Fontaine, je pense que vous l'aurez repéré, de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et fort heureusement, toutes les associations qui rentrent dans une phase de modernisation de leur logique de gestion ne traversent pas de crise. Et d'autre part, toutes n'en crèvent pas aussi systématiquement que la grenouille. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elles restent surtout bloquées, comme je vous le décrivais, dans un certain temps, dans une période qu'on pourrait dire charnière, qui semble s'installer alors que ça devait être une transition, avec l'issue normalement d'un fonctionnement renouvelé qui s'instaure. Et donc, on observe que les associations se trouvent figées, en pleine mutation et de façon incompréhensible pour les personnes qui les composent. En fait, cet intitulé alternatif, c'est surtout une référence à Paul Fustier, auquel j'ai emprunté les notions d'assos et de mammouth. Bon, ça fait beaucoup d'animaux dans cette introduction. Donc l'assos et le mammouth sont deux archétypes de la forme associative que Paul Fustier distingue et qu'il considère comme antagonistes. D'un côté, il met l'assos, qui est un groupement de faible importance, favorisant les liens spontanés, et de l'autre, le mammouth, qui représente une grande association fortement organisée. Et l'assos renvoie couramment, selon lui, à l'image d'Épinal d'une association. C'est-à-dire que cette appellation-là, elle renvoie ou elle figure quelques individus, peu nombreux, regroupés sur un mode militant pour apporter aide à des personnes en difficulté ou pour rendre un service spécifique comblant un manque. Et Fustier note que les assos se voient tendanciellement sollicités pour prendre de l'importance, c'est-à-dire pour opérer une mutation du côté du modèle des mammouths. Et elles y résistent difficilement. C'est ainsi que l'assos tend à se transformer progressivement sous la pression du développement de ses activités et ou de son environnement organisationnel. En plus de cette tendance, ce que Fustier pointe aussi, c'est l'amalgame qui est fait ordinairement entre ces deux catégories. Et il souligne que l'assos, qui est perçu comme canonique, c'est-à-dire représentant à la fois comme faisant référence et idéal, a tendance à escamoter l'existence du mammouth. C'est-à-dire que quand on va parler d'une association, on va avoir cette image-là d'abord de l'assos plus que de la grosse structure organisée. Ces notions sont intéressantes parce qu'elles nous amènent à concevoir que chaque association pourrait être envisagée comme évoluant sur une ligne imaginaire qui serait tendue entre ces deux pôles, assos et mammouth, dans un champ qui est traversé depuis quelques décennies par la notion de professionnalisation. Et en fait, c'est au cœur de ce type de transformation que ma recherche et l'ouvrage qui en est tiré se situent. Donc, dans le cadre de cette recherche doctorale,
moi, j'ai été immergée dans le quotidien d'une association, alors en lien avec la solidarité internationale. Donc peut-être que dans la présentation, je vais en faire sans rentrer dans le cas directement. Il y aura un lien, vous pourrez faire des liens peut-être plus facilement si vous prenez des images que vous avez d'ONG en tête. En tout cas, moi, j'ai travaillé donc immergée dans le quotidien d'une association pendant 3 ans, une association assez spécifique qui a démarré, qui est entrée dans une période de crise à ce moment-là. Évidemment, la crise se planifie pas, donc je n'avais pas planifié de travailler sur la crise, mais comme elle s'est présentée, ça m'a permis de l'observer et d'observer cette crise qui a résulté d'un moment de modernisation des logiques de gestion de cette association. Et la modernisation, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est dans le titre, elle est entendue ici comme une évolution vers une logique plus libérale et marchande. Donc, finalement, que contient l'ouvrage? Eh bien, justement, il y a toute la partie principale, centrale de l'ouvrage, c'est un récit de type monographique, comme une étude de cas, qui invite à s'immerger dans cette période de la vie de cette association très spécifique, pour analyser progressivement ce qui s'y passe et en dégager une analyse de la crise. Et puis, dans une seconde partie de l'ouvrage, j'ai regroupé 3 chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres ou indépendamment de la première partie et qui renseignent celles et ceux qui souhaitent penser et travailler sur la forme associative, à la fois un peu sur aussi le format association, les équipes, euh, voilà, des sujets un peu plus spécifiques. Et au travers de ce livre, ce que j'ai essayé d'apporter, c'est ma contribution à 3 grandes questions. La première, c'est comment appréhender une organisation associative. La seconde, c'est quels sont les mécanismes d'une crise de modernisation au sein d'une organisation associative. Et puis, quand même, de donner à voir comment concrètement on peut mener une recherche d'intervention d'approche psychosociologique et clinique dans ce type d'organisation, plus largement en particulier. Donc, comme le disait Florence dans son introduction, moi, pour cette recherche et puis dans mon travail d'accompagnement, je pars à chaque fois des pratiques, du vécu, de l'expérience pour monter en analyse. C'est comme ça que j'ai travaillé pour analyser, observer puis analyser la crise. Mais pour cet échange, j'ai fait le choix finalement d'inverser un peu mon approche pour vous partager plutôt les résultats de ma recherche, en commençant par vous présenter une dimension qui me paraît importante, qui est vraiment un résultat qui, moi, me tient à cœur, qui est la dimension symbolique spécifique à l'organisation associative. Et en fait, de vous la présenter en premier, ça permettra dans un deuxième temps de raconter la crise, de donner des éléments de compréhension de la crise arrimés à cette grille-là. Voilà, si ça vous va, je vous propose de commencer. Donc, dans ma recherche, j'ai passé quand même un certain temps, voire beaucoup de temps, à chercher, à me questionner sur comment appréhender l'objet association pour l'étudier. En fait, moi, j'étais convaincue qu'une association est un type d'organisation spécifique, mais souvent, elle est difficile à attraper parce qu'elle a une nature apparemment mal déterminée. En fait, elle est souvent étudiée sur la même modalité que les entreprises, alors qu'elle est plus ambivalente, puisque certes, une association est une initiative privée, mais son objet traite de la chose publique. Et elle est souvent nommée un peu par défaut comme appartenant au tiers secteur. Donc ça montre à la fois qu'elle est pas tout à fait pareille que les 2 autres, mais qu'elle elle est quand même un peu en dehors, quoi. Elle est traitée un peu différemment. Et ce qui n'aide pas à qualifier cette forme d'organisation, c'est que ces objets et sa taille sont extrêmement hétérogènes. En fait, on retrouve à la fois ça va de l'association de quartier à l'association de portée internationale, et puis ça va de l'association sportive à celle de défense d'une certaine catégorie de personnes. Donc c'est difficile de trouver ce qui fait commun. En fait, c'est l'analyse de la crise qui m'a renseignée là-dessus et qui m'a permis de dégager cette dimension que moi je trouve centrale, que j'ai nommée la dimension institutionnelle associative, et qui est en fait le pendant symbolique de la dimension organisationnelle.
symboliques parce que sont attachés à des éléments du réel, des représentations, des valeurs, du sens partagé. Et c'est le dégagement de cette dimension qui m'a permis de relier les composantes humaines, historiques et pratiques de l'association pour en saisir le sens. Hicham, si tu peux, je veux bien que tu projettes la diapo, la deuxième diapo. Allô, allô? Voilà. Bon, on va voir si ça réagit. On a perdu Hicham? Il est là, mais... Je suis bien là. D'accord. Ça arrive. Si tu y arrives. Mais sinon, on fait sans, mais c'est pour que vous ayez un repère visuel aussi sur de quoi on traite. Donc, je vous ai dit, les associations, la difficulté pour travailler sur ce domaine-là, c'est que de prime abord, c'est une forme d'organisation assez hétérogène. Mais la question, ça a été de dire finalement qu'est-ce qui fait commun, qu'est-ce qui homogénise cette catégorie d'organisation. Et je me suis intéressée au statut de l'association, c'est-à-dire ce qui fait loi et donc institution. Et en effet, en France, la loi 1901 attribue à la forme association un statut spécifique. Et c'est ce statut qui donne une certaine homogénéité à cette forme d'organisation. Et qu'elle soit petite ou grande, sportive ou caritative, pour se déclarer, il faut que l'association suive cette loi. Et au passage d'ailleurs, on peut souligner un paradoxe, c'est que l'association est la forme d'organisation finalement la plus complexe. En tout cas, elle mélange des acteurs de nature bénévole et salariés, enfin des implications. Elle doit produire des actions sans générer de profit personnel. Et pourtant, c'est la forme d'organisation qu'on considère la plus simple à créer, puisqu'il suffit d'être au moins 2 personnes et de faire une déclaration au journal officiel. C'est donc dans cette formalité administrative d'apparence très simple que réside, je trouve, la clé que je cherchais en tout cas. Que nous dit la loi 1901 sur les associations? Je cite, une association résulte de la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un autre but que de partager des bénéfices. Ça signifie donc qu'en France, toute association ne peut être un acte solitaire, alors qu'on peut créer une entreprise seule, et doit se conformer à 3 obligations en déclarant un objet social adapté, un système de responsabilisation de ses membres et la non-lucrativité de son activité. Et ce sont ces 3 obligations qui structurent, selon moi, la dimension institutionnelle associative. En effet, quand les membres s'accordent plus ou moins tacitement pour déterminer chaque fois de manière spécifique, c'est-à-dire que chaque association ensuite, à partir de ça, va déterminer quelque chose d'assez spécifique sur ces 3 registres, les membres attribuent en même temps une portée symbolique à ces registres. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils énoncent l'objet social adapté, ils définissent la cause qui réunit les membres, en général autour d'une visée pour la société. Et à travers l'objet social, le groupe définit sa conception du lien social et le rapport que le collectif veut entretenir avec la solidarité finalement. Concernant le système de responsabilisation des membres, il oblige le collectif à déterminer comment le pouvoir va circuler entre les membres, c'est-à-dire quel système il va mettre en place pour organiser un pouvoir établi au sein du groupe. Et avec ça, il va définir ou qualifier son rapport à la démocratie. Et enfin, la non-lucrativité se rapporte à ce qui va être considéré par ce collectif comme une richesse, son partage et sa circulation, et à comment le groupe va trouver les moyens de son action. La non-lucrativité traite du rapport du collectif à la dimension économique. Donc, les significations associées à ces 3 obligations, elles s'entremêlent et elles forment une logique instituante. C'est un terme emprunté à la ville et Saint-Saulieu, mais qui, jusque-là, eux, ont abordé cette notion principalement par le rapport de l'association à la solidarité. Et évidemment, ça m'a beaucoup nourri avec leur idée que chaque association va identifier des besoins sociaux spécifiques à la définition qu'elle donne de la solidarité et que cette particularité va se retrouver aussi dans les réponses qu'elle apporte. Et que donc l'association définit l'activité qu'elle souhaite mettre en œuvre en fonction de cet ordre social à faire advenir.
Donc, vous l'aurez compris, moi, j'ai identifié dans mon travail que la logique instituante, elle ne comprend pas que le rapport à la solidarité, mais sur le même mode, le rapport à la démocratie et à l'économie. Et donc, il s'agit bien d'un trépied qui repose sur ces trois rapports, le rapport à la solidarité, le rapport à la démocratie et le rapport à l'économie. Donc, il ne s'agit pas là de penser que toute association est solidaire, démocratique et économe, mais bien que c'est la définition qu'elle donne à comment se décline pour elle. Et ces rapports-là sont voilà, assez intéressants parce qu'ils fonctionnent sur les deux niveaux, à la fois organisationnel et symbolique, et que cette logique-là va constituer l'originalité du projet de l'association. Pour aller un peu au bout de comment on peut regarder la logique instituante, c'est important aussi de vous dire qu'elle se constitue, elle est à regarder sur deux temporalités. Elle comprend d'une part l'ensemble des significations instaurées au moment de la création de l'association. Donc la première temporalité, c'est la création de l'association. Et elle va comprendre cette temporalité-là, les représentations, les valeurs, les règles, les lois intégrées par les personnes fondatrices, qui sont autant de contraintes et de préalables à agencer pour ordonner une logique rassembleuse pour ce collectif. Et ces notions-là de représentation, de loi, de valeurs, etc., elles sont évidemment en lien avec les significations de l'époque ou du contexte dans lequel se crée l'association. Et puis la deuxième temporalité, ça va être le moment où l'association se met à vivre et évolue. Et donc il y a cette création qui est marquée, puis ensuite l'ensemble des normes et évolutions auxquelles ces significations sont confrontées une fois l'association créée. Et la ville, d'ailleurs, nous évoque, lui, une tendance à l'isomorphisme quand on observe l'évolution des associations, c'est-à-dire que la logique initiale, celle qui est mise en place au moment de la création, elle va avoir tendance à converger vers des modes de pensée et de faire ayant cours dans les modèles dominants. En particulier, par exemple, le mouvement de professionnalisation, de régulation de l'époque et du champ concerné. Donc, en résumé, sur cette première mise en contact avec la dimension institutionnelle, finalement, il y a ces trois conceptions, solidarité, démocratie et économie non lucrative, qui font office de loi, qui énoncent aussi l'idéal et les interdits. Et la logique instituante, celle qui prévaut lors de la création de l'association, elle est inscrite dans ses statuts et elle s'incarne symboliquement dans son organisation à partir de ces trois conceptions entremêlées. Elle est en fait la traduction des conceptions partagées par les porteurs de projets en dispositifs et en actes. Ça veut dire que combinant discours et pratique, cette logique forge des représentations collectives qui déterminent les relations entre les parties prenantes de l'association et l'ensemble des mécanismes organisant les personnes et les actions. Ça veut dire que les pratiques, elles se présentent comme une incarnation du compromis collectif, en partie tacite, et elles relient le travail d'organisation quotidien et la norme idéalisée. Je vous propose de découvrir un peu plus chaque pilier de la dimension symbolique de cette logique, qui est en partie implicite, et pour les explorer, je vous invite aussi à nous situer plutôt en proximité du moment de la création de l'association. Peut-être qu'Hicham, tu peux passer la diapo d'après. Oui, je vais me permettre de retenter un partage de la partie seulement que tu souhaitais partager, ce que je n'avais pas réussi à faire, et c'est bon, ça va être possible. Là. Ok, c'est bon. Ah bah super, merci. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est donc de nous intéresser un peu plus à chaque dimension pour vous donner quelques éléments. Évidemment, c'est un partage sélectif. Il y aurait bien plus à en dire, mais l'idée, c'est d'avoir quelques points clés en tête pour ensuite pouvoir se repérer dans la crise. Donc, si on considère d'abord la dimension démocratique, je peux vous faire un petit rappel donc, de ce que je viens de vous dire, c'est que la dimension démocratique, elle repose sur l'obligation faite à chaque association quand elle se crée d'expliciter ses modalités de partage du pouvoir, la temporalité et les processus de renouvellement des représentants de l'association,
Et donc, dans ces statuts, il doit aussi être défini les qualités d'adhérents, d'administrateurs, de membres du réseau. Or, sans reprendre tout l'historique tout l'héritage un peu imaginaire qui contribue à alimenter la représentation de ce que c'est qu'une association, on peut quand même voir que le format associatif porte souvent une conception du pouvoir négocié, s'opposant à un accaparement personnel ou à une position héritée. Et donc, il y circule un mythe du bon pouvoir ou une certaine idéalisation du pouvoir partagé. Donc, dans l'organisation associative, le partage de la capacité de décision selon les règles démocratiques, c'est-à-dire une discussion de comment le pouvoir se partage et se délègue, est conçu comme faisant office de rempart aux tentatives d'accaparement du pouvoir et comme une garantie de la transparence des décisions. Donc il y a un investissement assez fort sur cette dimension-là, mais évidemment, évidemment, il y a, si l'utopie imaginaire associative tient le mythe du bon pouvoir comme modèle, il y a une réalité plus prosaïque et des enjeux individuels d'ambition, de filiation qui s'organisent comme partout autour de la répartition du pouvoir et qui sous-tendent son évolution. Il y aurait beaucoup à dire, mais voilà, comme il faut vous donner quelques repères, je vous propose de repérer 3 lieux de répartition du pouvoir qui me paraissent importants et qu'on va retrouver régulièrement. Ces 3 lieux, c'est déjà un lieu autour du personnage fondateur et de sa place, de son pouvoir. Un niveau autour du CA ou de la direction de l'association, et puis un lieu qu'on a tendance à méconnaître, qui est celui de la participation coutumière. Alors, quelle place et quel pouvoir? C'est-à-dire la participation coutumière? Je vais te le dire. Mais d'abord, on va parler du fondateur. Très bien. Donc, quelle place et quel pouvoir pour le fondateur? Donc, à l'origine d'une association se trouve un personnage ou un groupe fondateur qui, par son initiative, occupe une place singulière et autour duquel, ou de laquelle, parce que ça peut être une femme, ou desquelles quand c'est un groupe, s'organise la répartition du pouvoir. En fait, le collectif va se formaliser autour de ce personnage ou du groupe de personnes initiatrices. Le fondateur, en fait, au départ, c'est celui qui va énoncer l'idéal, qui, par son discours, va organiser un système de valeurs. Il est ce personnage assez essentiel à la constitution du groupe, auquel chacun se réfère pour s'impliquer. Et l'association, finalement, se constitue de cette reliance, c'est-à-dire, c'est parce que le chef incarne le sens, la finalité, et que les membres s'identifient à lui, qu'il s'insère dans un système coopératif de liaison intersubjective, c'est-à-dire les horizontales, autour de ce sens et de cette finalité. En tout cas, initialement, il y a cette figure du chef qui favorise l'adhésion à la cause et la projection horizontale. Ce fondateur, il dispose d'un pouvoir de type charismatique qui est peu ou pas questionné. Et en général, ce personnage préside l'association, mais il arrive aussi que celui-ci occupe une fonction de direction salariée, par exemple, quand l'idée c'est qu'il puisse être rétribué pour occuper un rôle actif. Donc voilà, ce personnage posé là, au centre du système, donc la figure fondatrice, et la cause qui lui est associée. Et toutes deux, on va dire qu'elles sont sacralisées. Et donc leur place ne sera pas tellement négociée ou aménagée lors de l'organisation de la répartition du pouvoir. Elles sont considérées au cœur de l'association tout en occupant une place à part. C'est seulement en dessous ou à côté de ce personnage au groupe fondateur que s'établit une répartition du pouvoir qui consiste pour les membres de l'association à établir un système de désignation de représentants. Donc à constituer ce fameux conseil d'administration. Et dans cette démarche-là, le collectif formalise cette répartition du pouvoir par souci d'organisation, c'est-à-dire qu'il va rogner sur l'idéalité d'un pouvoir complètement partagé et qui va accorder une délégation de pouvoir à un groupe de quelques personnes investies. Les membres du conseil d'administration sont désignés généralement par vote, mais enfin là c'est là où la logique instituante se met en place, chaque organisation décide de sa modalité, et en général par l'ensemble des adhérents de l'association. Donc,
Et ces administrateurs élus, en fait, ils sont eux-mêmes adhérents de l'association et souvent, ils ont un lien avec le fondateur ou ils sont engagés dans les actions de l'association. Ce que je veux souligner là, c'est qu'en fait, ils ont un lien préalable à l'association au moment de leur arrivée au conseil d'administration. Vous le notez, et puis on en reparlera tout à l'heure. Et Florence, j'en arrive à la participation coutumière. Voilà. Alors, la participation coutumière, c'est donc ce troisième espace dont je voulais vous parler qui me paraît important à saisir parce que c'est un espace qui se situe dans différents lieux et temps au cours desquels s'échangent tout un tas d'informations dans l'association. Ça peut être des banalités, de l'essentiel, du public, du privé, des espaces-temps en fait qui permettent de vivre le plaisir d'être ensemble, de penser l'activité et de recréer le moi fusionnel de l'utopie d'origine. Donc j'utilise pour nommer ce qui s'y passe les termes de participation coutumière. Et cette participation, elle remplit dans le système associatif une fonction symbolique importante. Elle s'apparente à ce que Fustier nomme les espaces interstitiels. Donc la participation coutumière, elle est alimentée de l'ensemble des moments d'échange informels et elle vient compenser la toute-puissance du fondateur, cette place qui est peu ou pas négociée, et le pouvoir décisionnaire délégué au CA, au conseil d'administration, en donnant à chaque personne impliquée dans l'association la possibilité de commenter l'actualité de l'association et ainsi d'y contribuer. Elle est en fait un compromis mis en place de façon très pratique par le collectif, sans en discuter particulièrement, mais c'est comme ça que ça fonctionne, pour maintenir l'idéal démocratique de l'association et le respect de son objet social. Et donc, on voit bien que les couloirs, l'amont et l'aval des réunions, la machine à café, les événements mobilisateurs, les temps de convivialité sont autant d'espaces où la hiérarchie est abolie et où chaque personne impliquée, qu'elle soit bénévole ou salariée, peut commenter et alimenter la vie de l'association presque de pair à pair. Ces instants et les échanges qu'ils permettent font exister la communauté d'intérêt et influencent les débats. Et c'est souvent une dimension, un lieu, un espace qui, parce qu'il est informel, est peu considéré. Ce compromis opère, pour que ça fonctionne, ce compromis, il faut que le gouvernement de l'association se sente chargé de l'intégration des contenus échangés informellement au sein de ces espaces dans les décisions officielles, donc de ramener des éléments de ces discussions-là dans les endroits décisionnels. Donc pour résumer un peu schématiquement ces éléments autour de la répartition du pouvoir dans l'association, si évidemment on voit transparaître un terrain particulier, mais ce qu'on peut se dire à ce moment-là, c'est que en général, il y a un leader charismatique qui dispose d'une position extraordinaire et qu'il y a une alliance qui est établie avec une direction, qu'elle soit bénévole ou salariée, qui est plus ordinaire. Ce qui signifie que finalement le leader incarne le sens et cette direction plus ordinaire assure la gestion. Il y a une direction bicéphale. Le chef se charge de la vision et la direction de sa traduction. Et la direction propre aux fonctions, la mise en application pratique de l'idéal. Et puis, il y a le grand collectif qui, lui, use de la participation coutumière pour compenser la délégation de pouvoir qu'il a accordée à un nombre restreint de représentants. Donc voilà un tableau rapidement brossé. Il y aurait beaucoup de choses à dire à chaque fois en plus sur toutes ces dimensions, mais quelques repères. Je vous propose maintenant de regarder un peu plus, de nous intéresser un peu plus à la dimension solidaire, autrement dit à ce qui a trait à la mission de l'association. On en a déjà un peu parlé. Pour que l'association se crée, il faut que plusieurs personnes s'entendent autour d'une définition de la solidarité qui soit suffisamment unificatrice et mobilisatrice pour les rassembler. C'est ainsi que les membres de l'association identifient un manque dans le fonctionnement social et s'organisent en association pour y remédier. Et l'association, elle va de ce fait viser une certaine justice fondée sur un idéal particulier.
Donc ça peut être très, très communautaire ou très, c'est pas forcément une justice universelle, mais il y a une certaine idée d'un fonctionnement social qui devrait advenir. Et en fait, l'idée de l'avènement, que l'association naît pour soutenir l'avènement d'un ordre social renouvelé. Et cette visée, qu'on va nommer sociétale de la mission, elle fédère les membres autour d'un intérêt supérieur à leur propre conception. C'est-à-dire, elle oblige à un compromis, puisqu'elle oblige à formuler un objet dénominateur commun de mobilisation. À nouveau, pour regarder un peu plus précisément ce que peut contenir cette dimension, je vous propose de nous concentrer sur 3 éléments qui sont porteurs, selon moi, d'une dimension symbolique remarquable. Et en vous montrant ça, je voudrais en fait vous pointer que d'abord, la mission est une vision sacralisée d'un certain ordre social à faire advenir. Et qu'ensuite, cette vision se décline en pratique. Et de ce fait que les pratiques sont signifiantes et souvent sanctuarisées. Et puis enfin, que ce sens, en particulier sa dimension implicite, elle se transmet parmi les membres, pas seulement à travers la parole, le récit, la théorisation, mais aussi à travers le faire ensemble. Et ce que je nomme un processus d'initiation aux significations symboliques par les pratiques. Alors, un peu plus de matière dans chacun de ces 3 éléments, pour regarder le fait que la mission a finalement une dimension un peu sacrée. On peut s'arrêter à nouveau sur cette figure du fondateur, qu'on a déjà évoquée, parce que c'est dans le rapport à cette figure que la cause va avoir ce statut sacralisé. Et ça va aussi commencer à me permettre de montrer que les 3 piliers de cette dimension institutionnelle, ils sont reliés, en fait. Moi, l'idée, c'est d'arriver à les dissocier pour identifier des registres, mais en réalité, ils sont très interconnectés. Et donc, en tant que leader inspiré, le fondateur, je vous l'ai dit, donc il peut être une femme aussi, ou un groupe, mais je vais quand même utiliser le générique. Je pourrais dire la fondatrice tout le temps. Va jouer un rôle essentiel dans le recrutement et la fidélisation d'adhérents et d'adhérentes. Et il va générer l'union par les qualités exceptionnelles et le pouvoir qu'il incarne. Donc là, sur cette figure du leader charismatique, vous avez tout un tas de personnages. Alors, ils ne sont pas toujours médiatisés, mais évidemment, il y a beaucoup de leaders charismatiques médiatisés que vous pouvez imaginer pour projeter cette réflexion-là. Donc, le comportement de ce leader-là, son histoire de vie, ses prises de parole, le font apparaître comme la représentation sensible, matérielle, de l'idéal qu'il ou elle prône. Et cet idéal se matérialise symboliquement à travers cet archétype de héros. Et c'est à sa suite que l'association s'organise pour faire advenir sa vision, en traduisant la parole et le sens énoncés par ce personnage ou ce groupe fondateur dans les statuts et des pratiques. Et donc, on voit bien que la formulation de la cause se confond avec ce nouvel ordre énoncé par le leader charismatique et que ce leader a aussi un statut d'exemplarité sur la façon de mettre en application cet idéal à travers son comportement, la façon dont il est perçu. Et que comme c'est à travers ce fondateur que se fait aussi l'engagement, on comprend petit à petit que cette cause, elle est constitutive de l'engagement des membres, voire elle comporte une dimension identitaire pour les membres. Ça veut dire que parfois, ça s'intrigue dans la constitution de l'identité des militants associatifs. Et donc, quand l'association s'organise ou met en place les pratiques, elle va élaborer des approches et les mettre en place avec le souci que les pratiques soient conformes à l'idéal. Et donc ça permet de comprendre que les façons de faire, elles sont bien plus que de simples modalités d'action. Elles sont en fait souvent des actes signifiants, hautement investis symboliquement. Elles remplissent donc une fonction essentielle pour le collectif puisqu'elles permettent
à l'imaginaire d'origine de prendre forme et de se perpétuer. Et puis, elle résulte du compromis consenti par le collectif pour rendre supportables les tensions entre idéal et réalité. Alors, moi, j'ai dit qu'elles étaient sanctuarisées, elles le sont, mais elles ne sont pas figées pour autant, puisqu'elles font l'objet d'une théorisation régulière. Et que les pratiques, sans nécessairement remettre en cause l'idéal, justement, sont réinterrogées à l'aune de l'expérience des acteurs et puis du contexte renouvelé. Il y a quand même cette idée qu'on théorise progressivement les pratiques et qu'on les fait évoluer, mais toujours en lien avec, en cohérence ou en concordance avec cet idéal premier. Et donc ce sens-là qui est attaché aux pratiques, aux actes, à l'activité, à la façon de faire les choses dans l'association, il est raconté, bien sûr, mais il est aussi en grande partie implicite, puisqu'il fait l'objet c'est aussi un compromis et c'est aussi parfois des accords tacites. Et donc, il est transmis entre les acteurs, entre autres, au travers des pratiques. Et donc, les membres présents à l'origine initient les nouveaux, et c'est ce que je nomme l'initiation aux significations implicites par les pratiques. Donc, ce n'est pas forcément dit comme ça dans l'association, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et que cette modalité de transmission, elle est opérante pour les bénévoles comme pour les salariés. Donc, je suis certaine que pour ceux et celles qui ont eu un lien avec le secteur associatif, vous allez faire le lien avec la façon dont vous avez intégré ou avez été intégré dans telle ou telle association, ou comment vous avez transmis les choses à des nouveaux arrivants ou des nouvelles arrivantes, en tuilant pendant un certain temps avec la personne qui quittait son poste ou sa responsabilité, ou en assurant une fonction d'abord en observateur, puis en binôme, l'idée étant d'être initié ou sensibilisé en faisant ensemble. C'est-à-dire que l'intégration dans une assoce est constituée de strictes initiatiques qui permet aux anciens, par le faire ensemble, d'inscrire les nouveaux dans l'ordre symbolique, celui-ci résidant dans les détails de la façon de faire les choses. Par exemple, la façon d'accueillir à une permanence, d'organiser une réunion, de répartir les places et les prises de parole. Encore plus concret, par exemple, quand vous discutez avec les structures des associations qui font du travail social, elles vont parler d'un fameux accueil inconditionnel qui semble, en fait, finalement, toutes les associations qui font du travail social peuvent, souvent vont dire, nous, chez nous, on a un accueil inconditionnel. Mais en fait, vous allez voir qu'à chaque fois, si vous regardez comment ça s'exerce de façon très spécifique. Et cette façon de l'exercer, elle est difficile à raconter pour les personnes qui la mettent en œuvre. Par contre, elles vont vous inviter à venir participer à quelque chose de l'ordre d'une réunion et elles vont vous montrer ce que c'est concrètement, comment elles le mettent en acte. Et c'est cette dimension-là qui est transmise, que j'appelle cette transmission symbolique de pratique. Voilà, il y aurait évidemment beaucoup de plus à dire, mais je vous propose de retenir ces trois éléments-là. La sacralité de la cause, l'incarnation dans les pratiques de l'idéal d'origine, ou en tout cas une réminiscence qui persiste, et la transmission de ce sens symbolique par initiation à l'activité. Donc ça, c'est trois points que je trouve vraiment importants pour saisir la suite. Et puis, quand même, vous dire un mot de ce troisième pilier qui est la dimension économique. Donc, la dimension non lucrative, elle réside dans le choix de se regrouper sous un statut dont le but est nécessairement autre que celui d'en tirer des bénéfices financiers personnels. Donc, l'association peut faire des bénéfices, mais ça ne peut pas être des bénéfices financiers. Cette clause de non-lucrativité, elle exprime en fait implicitement que le centre des préoccupations n'est pas financier et que la rentabilité ne pourra pas être la finalité de son action, ni l'enrichissement personnel, le moteur de l'engagement. Et ce, d'autant plus que les associations, elles rendent souvent des services peu ou pas marchands. Enfin, qu'est-ce qui découle du statut ou de... En tout cas, il y a cette idée-là. Et l'interdiction d'avantages monétaires, elle va valoriser une implication des membres porteuse de bénéfices personnels non financiers
que ce soit, par exemple, le plaisir d'être dans un collectif ou celui d'une valorisation narcissique. On voit bien qu'il va y avoir quand même quelque chose d'autre qui va jouer en termes de qu'est-ce qui valorise, qu'est-ce qui fait richesse dans le fait de s'engager. Et ça éclaire d'ailleurs cette idée-là qu'il y a des forts enjeux de pouvoir et d'ego au sein des associations, aussi sans doute liés au fait qu'il n'y ait pas de rémunération de bénéfices. Je vous propose de retenir 2 éléments symboliques. On parlera beaucoup de la dimension économique dans la crise, donc peut-être juste vous donner 2 points là. Le premier se résume en une formule, j'ai envie de dire. Cette formule, c'est à l'origine, la cause prime sur les moyens. Alors, vous n'allez peut-être pas être complètement d'accord, mais quand même, l'idée, c'est qu'on voit bien qu'en abordant le rapport à la solidarité, on voit bien que la cause donne leur signification aux façons de faire et fédère le collectif. Et c'est l'énoncé de la cause qui entraîne l'élaboration des pratiques. De ce fait, en général, elle précède la cause, l'énoncé de cette cause, elle précède l'attention portée aux moyens nécessaires pour la défendre. Ce qui m'amène à dire que la cause prévaut, en tout cas au moment de la création, sur les moyens financiers. Et puis, le deuxième élément, il peut surprendre, mais c'est l'idée que la collecte de fonds, elle est très souvent une fonction initialement dévolue au pouvoir charismatique. Parce qu'on observe que tant que le chef charismatique est en fonction, c'est lui qui assure le travail de notoriété, via sa capacité à recruter, certes des bénévoles, mais aussi des financeurs. Et donc, un peu à l'opposé de ce que laisse présager la répartition des fonctions sens et gestion, quand l'association commence à se professionnaliser ou à se structurer, la tâche de collecte de fonds, au moins dans les premiers temps, elle est assurée par le leader charismatique. La direction salariée ou bénévole, elle se charge de gérer ce que le chef ramène comme soutien, comme fonds, comme contact, et elle les transforme en moyens et elle les affecte au fonctionnement quotidien de l'association. Alors évidemment, cette répartition des fonctions, elle peut paraître un peu spécifique à une association qui aurait un leader charismatique à sa tête ou un groupe, mais dans ce cas de figure, on voit qu'une partie du pouvoir du leader, elle réside dans sa capacité à mobiliser les ressources sans répondre des façons dont ce leader y parvient. C'est-à-dire que le leader a cette fonction-là et n'a pas besoin de rendre des comptes sur comment il procède. Et ça rend cette fonction-là invisibilisée. Pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle est invisible. Elle n'est pas rendue visible. Et alors, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'elle est calculée ou spontanée? Mais elle produit dans tous les cas un effet d'effacement du souci financier. Et il y a cette expression qui dit, que j'ai entendue déjà dans le secteur associatif, de membres engagés dans des associations qui disent le leader parle et la montagne se déplace. Et tout de suite, on peut avoir des images de l'abbé Pierre qui lance son appel durant l'hiver 54, de Bernard Kouchner qui transporte un sac de riz au journal de 20 heures, et les dons affluent. Alors, à quel point les allocations sont préparées? Est-ce qu'elles ont fait l'objet d'une stratégie de com? Donc là, je me vois sourire. Mais en tout cas, tant que la collecte de moyens est invisibilisée, les membres de l'association y font avec les moyens dont ils disposent, en activant des régulateurs comme la variation de leur rémunération, par exemple, ou la variation de l'activité, la modalité de faire. Alors que lorsque la disparition du leader se profile ou que l'association se met à croître, la direction de l'association commence à se soucier de comment assurer la levée de fonds et la notoriété pour subvenir aux besoins financiers sans ou au-delà de l'appui de cette figure tutélaire. Et donc, cette fonction invisible, elle devient une préoccupation plus centrale au fur et à mesure que l'association croît et que le leader s'éloigne. Donc, un peu pour clore cette première partie d'exposé, ce que je voudrais rajouter, c'est que ces 3 entrées, elles constituent une trame de signification. Et donc, une partie de cette trame, elle est énoncée explicitement dans les documents de l'association, dans les discours des personnes, qu'elles soient bénévoles ou salariées. Et une autre partie de cette trame, elle est implicite.
soit parce que les significations sont transmises autrement, en actes, dans les pratiques par exemple, soit parce que certaines significations sont omises, déniées pour pouvoir faire collectif. Et pour pouvoir faire collectif. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de savoir la part de ce qui est implicite ou invisibilisé par rapport à ce qui est affiché ou énoncé quand on rencontre l'association. Mais vous l'aurez compris, mon travail repose sur le postulat si bien formulé par Florence, que je peux citer, que toute organisation réelle est en même temps organisation imaginaire et que l'institué existe et fonctionne grâce au renvoi qui s'opère entre les structures en place et leur double imaginaire, grâce au jeu constant qui s'instaure entre le fonctionnel et le fantasmatique. Et en fait, cette crise dont on va parler, elle advient au cours d'un changement de logique instituante, lorsque les modifications de fonctionnement viennent impacter les trois piliers à la fois, en ne considérant que la dimension émergée de l'association, c'est-à-dire sa dimension organisationnelle, sans prendre en considération les dimensions symboliques. Et la crise, justement parce qu'elle met à mal cette dimension symbolique, elle va faire surgir des éléments déniés, elle va faire affleurer l'implicite, et c'est en cela que c'est une période particulièrement riche pour l'étude du phénomène associatif. Ben, merci Delphine, on va poursuivre, hein. On n'a pas terminé parce que effectivement là tu nous donnes, en nous donnant tes résultats, tu nous as vraiment montré, puis tu as bien déplié quand même toute cette dimension centrale que tu as nommée la dimension institutionnelle associative, et tu en as déplié tous les registres pour montrer son importance et surtout l'importance invisible qu'elle a par la centration dans laquelle se mettent les associations finalement sur l'organisation. On parle toujours de l'organisation, mais dans ce qui fait l'originalité de ton travail, c'est justement de montrer que ce n'est pas l'organisation qui est première, c'est vraiment la dimension institutionnelle et que c'est cette dimension-là qui est impactée dans la crise. Alors, je te propose qu'on aille directement dans la crise, parce que là, on a eu un peu les résultats, mais qu'on voit un peu plus les basculements de normes et les basculements culturels qui ont pu se faire. Et avec cette idée que dans la crise, l'intérêt de la crise, c'est qu'elle donne à voir justement des constructions qui ne se donnent pas à voir en général, puisque quand ça marche, hein, mais qui sont invisibilisées et qui, du coup, dans leur défaite, montrent quels sont les processus qui sont à l'œuvre. Et notamment, tout ce que tu as montré, tu as souvent utilisé le terme d'analyseur, hein, qui est de montrer comment tel type de fonctionnement ou telle modalité de rapport à l'institution, finalement, pouvait être impacté par des transformations, des modernisations, et que ça produisait comme un analyseur du système, c'est-à-dire que ça déconstruisait le système, et en le déconstruisant, montrer son agencement, montrer de quoi il était fait, et notamment par rapport au vécu que peuvent et l'analyse que peuvent en faire les acteurs, c'est-à-dire finalement de ne pas être conscient de cette dimension institutionnelle et de la manière dont il apporte surtout, hein, et l'intériorise. Alors, avant de te passer la parole donc, sur la crise, pour aller directement sur la crise, je voulais juste faire un petit aparté. Quand tu parles du leader charismatique, enfin, du leader, tu as bien dit d'ailleurs que c'était pas seulement, ça pouvait ne pas seulement être une personne, mais que ça pouvait aussi être un groupe. Et là, j'associais forcément, puisque nous sommes dans une association, c'est l'association du circuit, et j'associais quand tu dis la dimension identitaire et la dimension charismatique de quand on avait fait les 50 ans de l'anniversaire de la psychosociologie en France, et où quelqu'un s'était exclavé dans la salle, dans l'amphi en disant « Ah, mais j'ai devant moi toute ma bibliographie !» Et donc, il y avait effectivement les fondateurs de la psychosociologie française, et lui, il vivait qu'il avait sa bibliographie devant lui, vivante, et c'était des conclaves en termes de son idéal. Voilà. Donc, c'était pour vous donner un petit exemple. Donc, je te laisse poursuivre sur ton objet et surtout sur la question de la crise. Ça permet aussi, quand sur ce type de sujet, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de ne pas vous donner un terrain en particulier, de montrer, de l'associer uniquement. C'est vrai que
avoir en tête les références que vous avez, les expériences c'est du monde pas mal. associatif, voir si ça colle ou pas. C'est pas mal. On pourra en discuter. On peut Sans peut-être dire un- retirer le tableau. Ah oui, en fait, tu peux retirer ou voilà, la suite, c'est La ça. suite, c'est ça, d'accord. Ok. Ça t'embête, tu veux voir Non, plus mais les gens. c'est bien, pour vous, c'est bien de voir le tableau, je sais pas. Ah oui, on voit plus personne, mais on voit le tableau. Bah, si c'est mieux, peut-être ça donne des repères, c'est pas mal. Alors, si on passe maintenant sur la crise, ce que je vous disais là en fin de présentation, c'est que la crise au sein de l'association, elle s'enclenche lorsque les 3 dimensions de la logique instituante sont perturbées en même temps. C'est-à-dire que de modifier une ou l'autre, évidemment, ça peut entraîner des tensions, des conflits, mais que la crise, elle résulte vraiment d'un chamboulement du sens sur les 3 piliers de signification. Parce que je ne voudrais pas qu'on pense que dès qu'on change quelque chose, c'est la crise, ou que toute modernisation entraîne une crise. Et donc, je vous propose quand même, à nouveau, ah oui, il faut que je vous précise quand même, pour réfléchir à cette idée de crise de modernisation, que les associations que j'ai observées comme traversant ce type de crise, c'était des associations qui étaient déjà en cours de professionnalisation, c'est-à-dire disposant d'une équipe salariée, mais souvent dans un état d'esprit proche de celui de la sauce. Voilà, donc pour donner un peu, bien sûr, on va trouver d'autres associations qui peuvent être concernées par ce type de crise, mais quand même, et donc c'est pas de dire un nom particulier de salariés, mais c'est quand même des structures qui ont une responsabilité salariale. Et donc, à nouveau, de regarder la crise en vous donnant un peu 3 questions, qui est déjà comment on reconnaît la crise, qu'est-ce qu'on peut s'en dire. Ensuite, de se dire comment elle se déroule, voilà, qu'est-ce qu'on veut. Et puis, quand même, de quelle façon, évidemment, parce que c'est le cœur de la discussion, de quelle façon est-elle liée à une attaque du trépied institutionnel, quoi, comment ça marche. Donc, sur à quoi on reconnaît la crise, c'est un peu ce que je vous ai dit. Je ne vais pas réétaler le truc, parce que je voudrais qu'on ait un temps de discussion aussi, mais l'indice de crise, c'est vraiment l'état de stupéfaction qui perdure pour les membres de l'association. Donc, c'est cet état de malaise que je vous ai décrit au début, avec l'idée qu'on devait être dans une étape transitoire et qu'on est bloqué et qu'on ne voit pas comment on va pouvoir s'en sortir alors qu'on est tout le temps en train de se dire que c'était censé être transitoire et que c'est une spirale qui est vraiment vécue intensément dans le présent. Et à son paroxysme, nous disent les auteurs de l'ouvrage Crise, approche psychosociale clinique, dont Florence est l'une des auteurs, le malaise est une accumulation non signifiante de représentations, de suppositions, de présomptions, d'indices et d'énergie libre qui n'ont trouvé ni à se réinvestir, ni à se signifier. Et c'est un état de confusion qui va s'intensifier au fil de la dynamique critique. Donc, la période de mutation de l'association, quand elle devient critique, elle est caractérisée par ce malaise, ce ressenti collectif de malaise qu'on nomme aussi vécu de crise, et dans lequel ce qui faisait sens n'a plus la même valeur. Donc, le symptôme principal de la crise, c'est cette perte de cohérence. C'est donc un état, la crise, mais pas seulement, parce que c'est aussi un processus. Et donc, on va le regarder de 2 manières. L'idée, c'est d'appréhender cette période en repérant finalement son déroulement temporel. Puisque dans l'histoire de la crise, et c'est comme ça qu'on le travaille, c'est-à-dire dans l'histoire de la crise, il y a un avant, un pendant, et puis on espère un après. Parfois, c'est très long, parce qu'il y a des crises qui peuvent être très très longues, et puis parfois, c'est assez rapide. Sur la séquence d'avant la crise, période d'avant, quoi, elle est intéressante parce qu'elle ne se met à exister qu'à partir du moment où les bouleversements se déclenchent. C'est-à-dire que la période de l'avant, il n'y a rien de particulier qui la signale sur le moment. Elle apparaît en fait comme un temps satisfaisant une fois que la crise est déclenchée. Et dans le système d'avant-crise, en fait, ce système-là, il est vécu après coup comme un temps harmonieux, parce que, comme le révélera l'analyse, le système fonctionnait en étant fermé sur lui-même, dans une négation de la différence ou de l'altérité. Et on y reviendra. Donc cette période d'avant, elle est brutalement interrompue par un ou plusieurs éléments déclencheurs. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément déclencheur ?
eh ben, un élément déclencheur, ça prend une forme spécifique et ce qu'on en dit, c'est que c'est une action disproportionnée aux yeux des acteurs. En réalité, ça peut être une parole, un fait, une décision, une réunion, c'est-à-dire, en fait, ça prend la forme d'un signifiant de rupture qui va drainer, rameuter et cristalliser les suppositions et les indices antérieurs. Ça veut dire qu'avant, il y avait déjà quelque chose, mais on n'en tenait pas compte ou on le pressentait sans savoir trop le nommer et que là, il y a un événement qui arrive qui déclenche la crise. Et il est toujours perçu comme le signe voyant d'une modification de l'équilibre des relations. Et généralement, il est lié à un changement qui paraît irréversible au sein du pôle dominant, donc au sein de l'endroit où se prennent les décisions. Et il est lié en même temps à l'intrusion de ce qui était jusque-là tenu en extériorité de ce système. Il va faire déclic et donc mettre en exergue l'harmonie antérieure de l'avant. Donc la crise s'enclenche en relation avec cette menace, donc cette intrusion de l'extériorité et cette menace qui provient de l'extérieur. Et donc on va reconnaître cette crise-là à différents symptômes qui peuvent être par exemple un changement de nature de dirigeants qui sont considérés comme devenant hostiles, arbitraires, incohérents. Comme par exemple le fait que le discours qui a organisé l'action et la légitimité en la référant à des principes stables se défait ou n'est plus entendu. Il fait plus sens et il perd avec cette autorité son efficience symbolique. Ça peut encore être à travers des objectifs perdus de vue ou des membres de l'organisation qui ne tirent plus satisfaction de leur travail. Donc c'est un ensemble de symptômes qui font dire que là, il y a quelque chose de l'ordre de la crise. Et cette crise-là, elle perdure un certain temps, je le disais, plus ou moins long, par rebond. Il va y avoir des épisodes dans la crise, comme un feuilleton. Et l'après-crise se signale, lui, lorsque les acteurs observent que l'apaisement a remplacé les affrontements. Donc c'est plutôt à un moment, on constate qu'en fait, ça s'est apaisé. Et c'est souvent en lien avec le renouvellement de tout ou partie des protagonistes. Il s'est opéré une mutation qui est liée à l'intégration du changement, de ce qui était justement une altérité irrecevable par le système clos d'avant la crise et par l'instauration de possibilités de négociation en remplacement de l'affrontement. Donc on voit bien que le système qui fonctionnait d'une certaine manière avant la crise a intégré d'une façon ou d'une autre ce qui arrivait de l'extérieur et qui lui paraissait inconcevable, inintégrable. Alors, ça, c'est pour la temporalité de la crise. Et puis, quand même, je vous propose de revenir un peu sur ce fameux élément déclencheur et là, de commencer à vous raconter la crise à travers cet élément-là. Puisque la période d'avant, finalement, on imagine une association qui fonctionne à peu près de façon satisfaisante pour une majorité de gens. Et donc, cet élément déclencheur, il s'agit, je vous ai dit, d'un événement précis qui révèle cette modification impensable de l'ordre établi. Donc, une réunion, un changement d'affectation. Et ça marque la césure entre l'avant et le pendant de la crise. Et dans l'association étudiée dans mon livre, et en fait souvent, cet événement repose sur un mécanisme à double détente. C'est-à-dire que ce mécanisme, dans cette association-là, il s'est enclenché parce qu'il y a un changement de direction. Alors là, c'est un changement de direction salarié, mais en fait, ça peut être en réalité bénévole ou salarié, l'un ou l'autre. Et que cette nouvelle direction, elle produit un bilan d'héritage axé principalement sur la dimension financière. Je vous dis ça plus précisément. C'est donc inspiré par mon terrain, mais évidemment un peu décollé parce que finalement, ça s'applique plus largement. Donc, pour être plus précise, il y a une nouvelle direction qui prend un poste et qui fait l'analyse de la situation dont elle hérite. Elle prend son poste. Elle regarde de ce qu'il y a dans... Qu'est-ce qui se passe dans l'association dont elle va avoir la charge. Et elle produit un bilan qui est axé sur les résultats de ce moment d'inventaire et elle le partage sous une forme ou sous une autre aux membres de l'association. Et au niveau organisationnel, ce bilan fait principalement apparaître une inquiétude concernant le modèle économique et la viabilité financière de l'association. Et donc c'est souvent ce mécanisme à double détente, c'est quand il y a une nouvelle direction, une nouvelle responsabilité, on fait le bilan de l'association et apparaît de façon
très forte une inquiétude concernant le modèle économique. Au niveau institutionnel, donc plus implicitement, ce bilan, il dévoile que la nouvelle direction, elle prend héritage de l'association en la considérant principalement, voire uniquement, sous l'angle économique, ce qui dénote, pour toute une partie des membres déjà là, un manque d'attention pour les dimensions dédiées au fonctionnement de l'association et à ses pratiques, à ce qui est déjà en place. Il y a un trouble, c'est déclencheur parce que il y a un trouble ressenti par toute une partie des membres lors de ce bilan qui réactive le scepticisme avec lequel une partie des membres de l'association avait accueilli le choix de ce recrutement. Donc en fait, c'est là où il y a un mécanisme à double détente, parce que déjà à ce moment-là, une partie de l'équipe de l'association semblait pressentir une modification inéluctable des équilibres existants, sans arriver à très bien saisir ce qui se passait. Et ce second temps du déclenchement, le partage du bilan, va agir comme une confirmation de cette préconscience, de ce ressenti. La nouvelle personne recrutée ne prendra pas en compte ou peu un critère que ce groupe, celui qui a eu ce ressenti-là, éprouve comme essentiel, c'est-à-dire la sensibilité à la dimension symbolique tacite de l'association. Alors à partir de là, on va avoir une évolution du rapport à la dimension économique, à la fois de façon concrète et puis en même temps ce que ça implique au niveau symbolique. Puisque à partir de ce bilan, la problématique financière prend un caractère de menace imminente, considérée isolément de l'ensemble de l'activité et des logiques qui la sous-tendent. Elle relègue hors de l'analyse finalement, ce que je vous disais, la signification théorique des activités ou les intentions qui ont guidé le choix du fonctionnement. Et à cette occasion va apparaître la figure du dirigeant effrayé par le déclin de l'association dont il se retrouve en charge. Il y a soudain urgence à équilibrer les comptes. Et cette frayeur est alimentée par l'impression que la situation de l'association est la conséquence d'une absence de stratégie financière des prédécesseurs. Souvenez-vous de la gestion invisibilisée de la collecte que j'ai évoquée dans le système précédent. Donc il y a un mot d'ordre qui revient souvent lors de cette prise de conscience brutale, c'est le modèle économique de l'association doit changer. Cette expression associe la période précédente à un temps d'insouciance désormais révolu, au cours de laquelle l'association pouvait se permettre le luxe de vivre au jour le jour sur fond d'amateurisme, de coup de cœur et d'inconscience des réalités. Et ce bilan financier inquiétant appelle une solution, de l'ordre presque du réflexe, qui est de capter davantage de fonds provenant de sources plus diversifiées. Et c'est comme ça qu'on voit que endiguer le déclin de l'association, qui est devenue la préoccupation, consiste à changer de modèle économique et que ça se traduit par mettre en place une politique de croissance. Or, cette réorientation, elle renvoie les membres de l'association à la complexification de l'obtention de subventions, puisqu'elles sont perçues dans le secteur depuis déjà assez longtemps comme se raréfiant. Et apparaît du coup cette sensation d'une concurrence accrue avec les autres organisations du secteur, et ça accentue la pression pour émerger sur le marché des financeurs, publics et privés. Donc, l'idée, c'est que l'association, elle doit se démarquer des autres pour obtenir des financements dans un environnement qui est devenu hostile, là où il était assez peu considéré comme un environnement en tant que tel dans le système précédent. Et chaque demande de fonds doit être justifiée par des activités supplémentaires, si possible innovantes. Puisque pour collecter plus de fonds, il convient de se faire remarquer des bailleurs et il faut mériter leur confiance. Là où dans le système précédent, le fondateur gagnait la confiance qui générait des fonds. Donc l'association doit fournir des gages de son professionnalisme et démontrer aux financeurs actuels et potentiels que l'avenir est maîtrisé. Et elle doit garantir l'atteinte de résultats en conformité avec les engagements qu'elle prendra pour être financée. Et son discours, comme ça, reprend le triptyque spécifique au logo gestionnaire qui est maîtrise, performance et rationalité. Donc la période qui suit ce bilan-là, elle va être marquée par la mise en place d'outillages et de procédures visant à rationaliser l'organisation du travail pour pouvoir restructurer l'ensemble de l'activité au format projet et multiplier les demandes de fonds. Donc la modernisation, finalement, elle apparaît à ce moment-là comme l'unique réponse à même de rassurer les nouveaux dirigeants face à l'anxiété que génère la menace d'extinction de l'association.
Et c'est volontaire de mettre en avant l'anxiété, la menace, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'urgence, voire d'une angoisse, c'est presque d'une angoisse de mort, à ce moment-là, qui traverse la structure et qui explique aussi la mise en place de réactions assez radicales. Mais ce raisonnement qui est calqué sur une pensée capitaliste, elle produit en fait un effet inverse de celui escompté, c'est-à-dire que l'association va essayer de développer son volume d'activité pour attirer des financements. Et quand elle y parvient, on se rend compte qu'en fait, les efforts sont à renouveler sans cesse, puisque l'activité de l'association, elle n'est pas ou peu marchande, elle génère rarement des bénéfices. Et donc, quand on atteint sur une période donnée les fonds recherchés, cela crée un référentiel pour la période suivante qui enclenche le fait de devoir chercher au moins autant, si ce n'est plus de fonds. Donc l'accroissement du budget, finalement, il entraîne une incessante recherche de toujours plus de fonds qui alimente plus qu'elle n'apaise cette inquiétude des dirigeants. Alors évidemment, quand ça fonctionne, c'est gratifiant. Et donc cette description comme ça de ce processus-là montre comment ces réformes de type institutionnel, elles modifient profondément le rapport à la dimension économique et elles entraînent un inversement de l'ordre établi entre les piliers. Parce qu'on voit bien que la pérennité économique de l'association, elle devient petit à petit le critère principal pour arbitrer les décisions et que la dimension financière, elle se met à prévaloir sur le rapport à la cause et elle peut justifier de réformer la mission de l'association. Alors, il peut s'agir d'une modification d'apparence marginale, comme l'inversement de l'ordre de quelques mots dans la mission, mais elle suffit à transformer profondément la logique initiale. Et en cela, le rapport symbolique à la solidarité est impacté. Je vous passe un peu des choses que j'avais prévu de vous dire, mais ouais. Il y a l'idée donc que dans cet ordre-là, on va avoir aussi beaucoup croître les fonctions support, celles qui sont sur la com, la logistique, etc. Et les fonctions de la mission sociale qui sont au cœur de l'association, elles vont perdre en pouvoir ou être moins nombreuses par rapport aux autres. Et ça va donner l'impression que l'association change un peu de cœur d'activité ou en tout cas évolue dans le sens de plutôt un pouvoir accru des fonctions support. Avec l'idée aussi, pour ajouter à cette dimension-là, que finalement, c'est plutôt le contenu des activités qui fait valeur, mais c'est plutôt leur nombre. Et qu'on va être dans un regard autour de la quantification du nombre d'activités, puisqu'il faut démultiplier les projets, il faut que les activités deviennent toutes un format projet, là où avant elles pouvaient l'être ponctuellement. Et on va avoir se transformer l'association en ce que Boltanski et Chapelleau nomment une cité par projet. Dans les choses importantes à vous dire aussi, c'est l'idée qu'on va observer une rupture de la transmission de l'ordre symbolique par l'initiation. À la fois parce que pour répondre aux enjeux de collecte, de communication et pour restaurer la hiérarchie, des personnes vont être recrutées comme bénévoles ou comme salariés pour leurs compétences plutôt entrepreneuriales qu'associatives. Elles n'ont pas ou peu pratiqué préalablement l'association ou le terrain associatif. Et d'autre part, il va y avoir une volonté des dirigeants de réduire cette période de transmission ou d'initiation pour que les nouvelles recrues ne soient pas contaminées par les anciens et pour éviter une contagion de la crise. Et ça a pour conséquence de délier encore plus les activités de leur sens symbolique. C'est-à-dire, on voit que la mission, elle peut être modifiée, et là, on voit que les activités, elles sont déliées de leur sens symbolique. Et que ces changements, ils vont à nouveau paraître anodins pour les nouveaux arrivants, mais qui vont relever d'un bouleversement assez intime pour les acteurs initiés. Donc ça, c'est le rapport à la cause et aux actions, aux pratiques telles que je vous les racontais. On voit bien qu'il y a une désacralisation et de la mission et des pratiques. Et puis, au niveau démocratique, il y a quand même des choses à vous souligner avant qu'on puisse faire débat. Il y a l'idée qu'il y a quand même une méfiance réciproque qui se met en place assez vite et que là où il y avait un collectif qui s'était construit autour d'un imaginaire partagé et d'un intérêt commun qui est un peu supérieur à l'intérêt individuel, vont se mettre en place une méfiance, en général en distinguant les administrateurs d'un côté et les salariés et les bénévoles non élus de l'autre. Et cela que la volonté de modernisation soit portée par un pôle ou par l'autre. Ça peut être les salariés qui modernisent ou les administrateurs. Mais il y a souvent à ce moment-là les salariés et les bénévoles non élus.
Donc ça, c'est un point, cette méfiance qui monte avec l'idée que chacune des parties n'est plus garant de l'ordre de l'intérêt général. La deuxième notion importante, c'est l'idée qu'il va y avoir une gentrification, ce que moi j'ai appelé une gentrification du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'avec le souci de faire perdurer l'association, les dirigeants vont chercher à étayer la direction pour internaliser des compétences en communication, en gestion, en contact, en réseau, et qu'on observe comme ça que dans certaines associations, les conseils d'administration vont se transformer. Je vous ai dit, initialement, les administrateurs, c'est des gens qui soit sont en proximité du fondateur, soit ont une implication pratique dans l'activité de l'association. Là, petit à petit, pour répondre aux enjeux de la modernisation, les administrateurs vont être cooptés pour leurs compétences ou leur influence et ils vont être invités à siéger au CA sans avoir au préalable pratiqué l'association. Et c'est ce que je qualifie de dynamique de mouvement de gentrification du conseil d'administration, dans le sens où progressivement la composition devient assez homogène, avec un regroupement plutôt de CSP+, pourquoi pas, mais en tout cas sans se rendre compte que ces personnes ont un rapport assez distant à l'action et que de l'hétérogénéité du conseil d'administration initial, on va se retrouver avec une certaine homogénéité, avec des gens qui occupent des fonctions donc plutôt en responsabilité en termes professionnels et qui vont transmettre dans les débats de l'association des préoccupations de leur fonction d'origine. C'est-à-dire qu'ils vont s'inquiéter de l'équilibre financier, ils vont se concentrer sur la modernisation de l'association et ils vont s'intéresser à l'activité à travers cet angle-là, puisqu'ils n'en sont pas familiers. Donc, ils vont pas aller traiter du bien fondé d'agir de telle façon ou telle façon, mais plutôt se concentrer sur cette idée qu'il y a besoin de logiciels, d'objectifs, de levée de fonds. Et pour mener à bien cette modernisation, et puis diriger une équipe qui commence à se faire entendre, souvent, on décide d'embaucher un directeur, un chef des opérations qui a une expérience confirmée de management. Et donc, on voit bien qu'il y a un déséquilibre qui se creuse dans les pouvoirs, puisque se trouve à la tête des deux directions, je vous avais raconté un pouvoir bicéphale avec charismatique gestionnaire, là on va avoir un pouvoir avec uniquement des gestionnaires. Et on voit même que dans certaines associations, quand elles cherchent à remplacer leur président et qu'elles cherchent une figure charismatique, eh bien, il y a très peu de gens qui se proposent ou de gens qui semblent convenir parce qu'en fait, cette figure-là, elle a été souvent écartée des recrutements car elle était trop difficile à maîtriser ou pas adaptée par rapport à cette modernisation. Et c'est pas rare de voir que des associations vont aller chercher à l'extérieur de leurs membres, de leur membership, des présidents pour venir prendre la direction de la présidence de l'association depuis l'extérieur. Enfin, dernier point peut-être, même si j'en aurais beaucoup plus à dire, l'idée que la participation coutumière va être dévaluée et que petit à petit, la direction, quand les équipes se mettent à demander à être entendues sur les mutations, sur le fait qu'elles ont des doutes, sur le fait qu'elles veulent contribuer à ça, la direction va souvent dire que finalement, comme ce bruit-là, il est lié au fait qu'elle reprend une certaine autorité et qu'elle ne va pas tellement écouter les équipes. Et donc, ces équipes-là, elles vont investir des espaces interstitiels, mais cette fois pour élaborer sur le vécu de crise et que progressivement, ces espaces, ils se transforment en poches de résistance, du fait principalement du manque de prise en compte de la participation coutumière aussi, parce que quand on veut faire des réformes, on ne peut pas écouter tout le monde. Et que finalement, il va y avoir une mise en place de lutte contre ces poches de résistance, avec cette idée, par exemple, de plus faire de transmission par l'initiation, mais aussi de se dire finalement ces interstices-là, ils échappent au contrôle et ils viennent parasiter la ligne de décision. Et c'est d'autant plus faisable que pour l'observateur, pour quelqu'un qui est étranger à ces espaces, les espaces interstitiels, ils sont fréquemment considérés comme soit étant sans importance et donc négligés, soit comme du temps volé au travail. Et donc, ces mécanismes qui sont initialement force de régulation et de proposition démocratique, ils deviennent des lieux de ressassement du passé, de résistance. Et finalement, l'interstice, elle peut être considérée comme une tentative
pour expérimenter dans le présent ce qui fut autrefois, ou ce qui autrefois aurait dû être, si l'on en croit la légende, c'est-à-dire que les équipes recréent à cet endroit-là quelque chose pour tenir et se remettre dans justement cette modalité d'origine. On peut voir aussi à ce moment-là que les nouvelles directions, elles vont imposer en remplacement de ces temps qu'elles essayent de contenir, des temps conviviaux qui vont être obligatoires, mais qui du coup, de ce fait, n'ont plus rien d'interstitiel. Peut-être que je m'arrête là pour qu'on ait le temps de discuter. Oui. J'aurais bien rajouté encore d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Une petite conclusion, si tu veux. Non, mais j'avais quelque chose qui me tenait à cœur, qui était quand même que cette notion d'imaginaire collectif. Oui, dis-le. C'est pas moi qui vais être contre. Bah oui, c'est pour ça que je te prends pas. Donc, l'idée, c'est un dernier point, mais qui me paraît intéressant, c'est quand même que on se rend compte que cette sidération des équipes, elle est d'autant plus forte que la période de crise, elle va contraster avec la période qui précède le déclenchement de la crise. Et que cette période-là, elle s'apparente dans l'après-coup à ce que Pinel nomme un âge d'or. Elle est associée à un espace de créativité, un sentiment d'intensité, et que quand on écoute les témoignages concernant les années qui ont précédé la crise, les équipes vont relater souvent une sensation de montée en puissance liée à une émulation collective centrée sur les pratiques. Et celle-ci, elle résulte, encore une fois, d'après moi, de la prise en charge discrète mais quasi complète de cette occupation matérielle par dans le système de l'époque par le pouvoir décisionnaire. Ça va permettre aux équipes, à cette équipe-là, de se concentrer sur son activité et de performer, c'est-à-dire de devenir un peu innovante et de pouvoir endosser presque une dimension charismatique en produisant des significations symboliques et leur traduction en actes codifiés. Ça veut dire qu'ils font progresser la pratique parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller s'adapter à l'extérieur. Ils sont finalement dans un système assez clos, centré là-dessus. Et souvent, ce groupe, il est désigné, on voit bien que ça crée un groupe innovant, et ce groupe-là, il est désigné par un surnom qui traduit l'illusion groupale et cette fonction créative. Et par exemple, dans le terrain sur lequel j'ai travaillé, cette équipe-là, ce noyau-là, ils vont s'appeler la Dream Team ou le noyau dur. Et je rencontre souvent des gens qui me disent, mais nous, on était la Dream Team. Donc, il y a pas mal de Dream Team dans le secteur associatif. Pendant la période critique, l'époque de l'âge d'or, elle fait l'objet d'un ressassement obsessionnel pour les membres du groupe innovant. Et ces propos-là, ils portent sur les pratiques développées et le fonctionnement groupal idéalisé. Ça, c'est des matériaux très précieux pour saisir l'imaginaire collectif et donc pour saisir ce qui fait commun. Puisque l'imaginaire collectif, c'est un scénario imaginaire, alors là, du groupe innovant, qui est chaque fois spécifique pour chaque groupe, mais qui comporte toujours l'idée d'une réponse développée ou adaptée en proximité des situations rencontrées. Et il comporte souvent une finalité déniée, un projet politique non explicite rendu possible par la torsion de la mission officielle. Alors, je vous l'illustre. Donc, c'est un peu simplifié, mais pour vous l'illustrer, par exemple, je prends l'exemple d'une ONG dont l'activité officielle est de renforcer les capacités d'ONG du Sud. Donc, une ONG du Nord qui a pour mission de renforcer les capacités d'ONG du Sud dans un rapport très descendant de l'organisation du Nord vers les partenaires du Sud. En fait, ce transfert-là de capacité, il est investi dans le scénario imaginaire implicite par une partie des équipes comme l'occasion de participer au renforcement au Sud d'une société civile contestataire de l'ordre social établi. Et en intervenant dans le détail de la mise en œuvre de l'activité, la nouvelle direction, elle fait courir le risque de rendre impossible cette finalité déniée de l'accompagnement. Dans l'organisation dont je viens de partager l'imaginaire collectif d'une partie de l'équipe, les nouvelles directives sont qu'il faut soutenir des projets pouvant être reproduits à plus grande échelle dans d'autres pays et collaborer avec des partenaires plus établis afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires, d'être en capacité de gérer de plus gros budgets et finalement de valoriser l'expertise de l'association. Donc on voit bien que le sens de l'appui du nord vers le sud, lui, il est inchangé dans ces nouvelles directives. Donc on peut dire que la mission n'a pas changé. Par contre, la finalité tacite de soutenir des mouvements émergents de la société civile du Sud, celle-là, elle ne peut plus avoir cours avec des orientations, les nouvelles orientations. Et c'est dans cette mise en impossibilité du scénario imaginaire que se joue
aussi toute la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a une disqualification du fonctionnement de l'ancien système. Il y avait cet objectif dénié, ce scénario dénié qui était pensé comme partagé. Et là, on se rend compte qu'en fait, il ne l'est pas. Et ça va plonger les anciens dans une nostalgie mélancolique. Peut-être que je m'arrête là cette fois vraiment, parce que sinon on n'aura plus le temps de discuter. Mais je vous remercie. Merci beaucoup Delphine. Hicham, est-ce que tu peux nous enlever le tableau? Voilà, très bien, parfait. Bon, très intéressant la fin de cet exposé où tu redis bien, je trouve, ce qui est là tout le temps dans ton exposé, c'est combien la dimension imaginaire instruit complètement la dimension organisationnelle et institutionnelle, et comment les réformes qui sont faites au niveau organisationnel, toujours au nom d'une amélioration, au nom d'une sauvegarde, que l'association ne s'arrête pas, qu'elle garde son activité, etc., qu'elle ne prend pas en compte finalement la dimension beaucoup plus de la construction culturelle et imaginaire de ce groupe, et qu'au contraire, c'est une attaque en règle finalement qui est là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la dimension économique. Quand on a travaillé sur les crises, ce qui nous paraît très évident, c'est que la dimension économique était toujours mise en avant comme étant, il fallait faire des réformes économiques, c'était la condition pour que les organisations, donc les associations, ne soient pas critiques, ne soient pas en crise. Et en fait, on avait réussi à montrer que c'était plutôt la représentation que l'association ou que l'organisation soit dans le rouge sur le plan économique, qui faisait prendre un certain nombre de décisions qui précipitaient l'organisation vers la crise. Donc, cette économie qui est toujours présentée comme étant le lieu de la sauvegarde, comme le lieu du rétablissement, finalement, il est lui-même une dimension imaginaire de résolution, finalement, des tensions et aussi normalisation. C'est par l'économie qu'on renormalise des idéologies ou des... Enfin, ton exemple du Sud, là, est très intéressant, parce que c'est une façon de retirer aussi cet imaginaire finalement de la révolte, mais par le biais de l'économique. Donc je ne vais pas te poser de questions tout de suite, j'en poserai s'il n'y en a pas, mais je vais plutôt donner la parole, vous donner la parole. Il y a eu beaucoup de contenu, ça a été beaucoup déplié, donc j'imagine que vous avez pris un peu des notes et que peut-être vous avez des questions qui sont les vôtres par rapport à cet exposé. Alors, j'ai pas de questions dans le chat, en tout cas. Je vais laisser la parole aux participantes et participants. Donc Isabelle, hein, qui fait partie du CA du CERFIP, parle d'association, et qui donc se met à votre disposition par rapport aux questions que vous auriez. Donc vous savez que vous avez une petite main, si vous voulez, on vous donne la parole. Ah, il y a une vraie main qui se lève, donc c'est Jacques, je crois. Hein, oui. Vas-y, on te donne la parole. Il faut que tu ouvres ton micro. C'est bon là? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, et je suis très intéressé par tout ce qui s'est dit. Et il y a quelques questions que je trouve importantes qui ont été évoquées là dans la conférence. Il y en a une première qui est autour de la création de l'association. Et parce que ça part tout de suite sur l'autorité charismatique d'un leader. Mais l'association, quand même, au démarrage, au moins dans les associations lambda, c'est l'affaire d'un groupe. C'est pas l'affaire d'un individu seul. C'est un projet collectif qui peut être de petite taille au départ. Et cette dimension groupale, je pense qu'elle vient possiblement atténuer cette dimension de leadership charismatique. Moi, c'était
un élément comme ça de réflexion. Et puis, ensuite, et ça rejoint plus loin un peu la crise, euh, avec la dimension économique qui vient en premier. Ça, moi, je l'ai vu aussi dans pas mal d'associations d'intervention. Et ce que vous avez appelé la gentrification des CA. Parce que je trouve qu'on est sur une entorse, pour ne pas dire une dérive, des principes démocratiques. On va chercher des compétences de type professionnel, expert, hein, CSP+, tout ce que vous avez dit, avec des gens qui n'ont pas pratiqué l'association. Et donc, moi, je pense qu'ils arrivent et qu'ils véhiculent dans leurs propositions les logiques d'entreprise dans lesquelles ils sont des experts. Et qu'il y a un fossé qui s'instaure et qu'il y a même des oppositions, des conflits. Et puis, je suis toujours un peu dubitatif quand on remet à un comptable la trésorerie de l'association et puis à un DRH la fonction communication, comme si ces transferts-là devaient être automatiques. Et moi, j'y vois ici une démission de l'autorité du conseil d'administration en tant que tel, puisque la fonction d'autorité, dans la logique démocratique, elle s'exerce à titre collectif. C'est le CA qui a l'autorité. Alors, il désigne un président, et dans cette problématique là qu'on vient d'évoquer par rapport à la crise, on voit bien que c'est l'expertise et l'expertise individuelle qui vient suppléer à la responsabilité que des administrateurs peuvent exercer entre eux. Alors je sais bien aussi, et moi je l'ai vu, que c'est compliqué pour des bénévoles, pour des militants, et il faudrait faire la distinction bénévole-militant, mais c'est évidemment compliqué, en tout cas pour des bénévoles, d'exercer la direction, d'exercer l'autorité ultime dans une organisation. Et c'est un problème qui participe aussi de l'arrivée de ces technocrates, de ces experts dans le monde associatif. Enfin, voilà quelques réactions hein, par rapport à votre exposé. Oui, merci. Peut-être je peux réagir directement, puis si ça laisse le temps à d'autres, si vous voulez associer ou s'il y a d'autres. Oui, vas-y, là, il n'y a pas d'autres questions. Tout à fait d'accord sur la dimension groupale de la création. Et c'est vrai que là, ce que je vous présente, c'est un peu à gros traits l'idée de bien spécifier des caractères et donc de montrer quand même la dimension charismatique aussi, parce que je trouve que ça m'a beaucoup, moi, permis de réfléchir ou de structurer entre ce qui est de l'ordre du charismatique et ce qui est de l'ordre du gestionnaire. Mais évidemment, il y a une dimension d'initiative groupale et que ça régule aussi, et c'est la fonction d'ailleurs, de réguler cette toute-puissance que pourrait avoir le personnage charismatique. Et puis, moi j'ai mis longtemps à réaliser ça, ce mécanisme-là de gentrification du CA. Parce qu'en fait, je pense qu'elle est assez progressive et que quand il y a un moment de panique, on cherche une personne, on se dit ah bah ça va être très bien d'avoir cette personne-là, mais en fait plus on en fait rentrer et plus la dynamique rentre là-dedans et plus la réflexion ou l'imaginaire est différent en fait. Le CA devient une direction, comme un board of director quoi, à l'américaine, avec un imaginaire un peu plus entrepreneurial, puisqu'en plus c'est des gens qui ont été recrutés, pas des gens qui ont été Qui sont élus demain. ils sont élus par la suite, mais je veux dire, ils sont recrutés pour être élus. Et donc, évidemment, ça crée l'histoire du conseil d'administration devient quelque chose qui peut être en termes de. Il y a quelque chose dans l'ordre de la signification qui sont que les mots sont les mêmes, mais ce qu'il y a derrière ou la logique derrière
n'est plus associé au même référentiel, justement. Et que le conseil d'administration de l'association tel qu'il était vécu initialement devient un conseil d'administration tel que des personnes qui sont en direction d'entreprise le conçoivent finalement. Il y a une Quelle demande réaction voilà, Sur Adeline, oui. Adeline de l'Épinay. Oui, bonsoir. Voilà, j'en ai une. Oui, moi j'avais une question sur est-ce que vous avez identifié le rôle, enfin la place, le fait que les associations soient employeuses et donc se transforment en ce que certains appellent les entreprises associatives. Est-ce que vous avez une analyse de à quel point ça entraîne presque d'emblée le fait de mettre la main dans l'engrenage et dans cet engrenage que vous décrivez, un peu sous forme de piège, parce que enfin, une fois qu'il y a des salariés, il y a un droit du travail, il y a la nécessité de payer les salaires à la fin du mois, etc. Et donc le fait de mettre la main dans un engrenage qui dépasse les actes. Et d'autant plus avec les salariés qui peuvent consentir à fonctionner dans un mode associatif, c'est-à-dire un peu justement à la débrouille où les choses ne sont pas écrites. Enfin, on connaît le mode associatif, les fiches de poste ne sont pas claires, etc. Enfin voilà, qui est souvent assez, voilà, assez compliqué pour les salariés, même s'ils peuvent être consentants à ça, et qui du coup, à un moment, peuvent revendiquer le respect du droit du travail, qui est souvent pas le cas dans l'associatif. Et du coup, enfin voilà, c'est un peu aussi ce que Maud Simonet là, enfin, parle de au nom d'eux, au nom d'une bonne cause, eh ben, on fait une exploitation du travail. Alors, c'est pas à des profits capitalistes, c'est au profit d'une bonne cause. Mais du coup, il y a cette question-là. À partir du moment où on a des salariés, on est donc dans l'exploitation d'un travail. Et du coup, on met le doigt dans un engrenage qui fait sortir des valeurs associatives. Enfin, est-ce qu'il y a un engrenage, selon vous? Et que dès qu'il y a des salariés, en fait, ça fait changer de paradigme et ça devient compliqué. Ma question. Ouais. Je n'ai pas de réponse dans l'absolu, mais vous faites le lien vous-même. Moi, je pense qu'effectivement, une association qui devient employeuse, elle s'engage à assumer des charges qu'elle n'avait pas auparavant et que la question financière, elle devient un engagement moral vis-à-vis des gens qu'elle emploie. Donc, en fait, cette idée-là, il va falloir avoir des fonds au moins pour payer les salaires et les charges. La question de la crise qui s'engage sur cette inquiétude économique, du coup, ça enclenche cette idée-là. Et j'allais dire, il y a évidemment cette idée qui arrive très souvent que le secteur associatif serait un mauvais employeur. Mais en fait, il y a aussi l'idée que dans le mécanisme, les salariés viennent et demandent aussi un respect, une normalisation, la mise en place de processus de travail, une formalisation, et que finalement, ils contribuent aussi par la revendication d'un certain respect, de la mise en place du droit, à cette mise en place d'outils de gestion et de logique de gestion, parfois y compris sur un mode très néolibéral, quoi. Et que donc c'est plutôt un double mouvement, mais c'est sûr qu'il y a ces crises-là qui prennent en considération la dimension économique, elles se voient moins dans les structures où il n'y a pas d'obligation de charges à payer ou de logos, quoi, même de locaux. Donc oui, à la fois, ça enclenche un changement de catégorie, mais il y a des associations, il y a des salariés où ça se passe bien. Et voilà. Et l'autre nuance que je voulais apporter, parce que c'est ce que je rencontre moi, et je ne l'avais pas trop rencontré à l'époque de mon travail sur le terrain, c'est-à-dire que moi, j'avais vu une direction et un CA qui étaient assez modernisateurs et des équipes salariées et bénévoles qui avaient plutôt tendance à freiner. Et depuis, j'ai rencontré des salariés plutôt néo-arrivants, plutôt modernes et qui sont réformateurs, dans dans le sens où soit une modernisation et un CA plutôt frileux et que la tension, la polarisation s'inverse en tout cas. Donc, ça peut être aussi dans l'autre sens. Merci. D'autres questions? Daniel? Là, il faut ouvrir le micro. Micro.
Et donc, merci à Delphine pour cet exposé qui donne quelques clés de compréhension de toute le registre institutionnel de l'association. J'ai reconnu beaucoup de choses puisque Florence parlait du CIRFIP et au sein de l'association du CIRFIP, ayant eu un mandat au conseil d'administration, j'ai pu prendre conscience de certaines dimensions que j'avais vécues. Mais c'est pas de ça dont je veux parler, c'est plutôt d'une question que vous n'avez pas évoquée et qui est en relation avec quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les associations, qui est tout à coup l'émergence de la violence, du passage à l'acte. Du passage à l'acte. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez travaillé ce passage de l'imaginaire au passage du pulsionnel? Puisque là, il y a des pulsions qui se mettent en route, sur le mode de l'attaque de l'autre. Et pour le coup, il me semble que c'est un autre registre que l'imaginaire. Donc, est-ce que vous l'avez rencontré, cette phase-là, dans la crise, et qui est chargée en intensité, bien évidemment? Oui, oui, je pense que enfin, en fait, la crise, ça se regarde toujours, ça se comprend toujours dans l'après-coup. Donc, j'allais dire rétroactivement, là, quand vous m'en parlez, j'essaye de voir le terrain. Je me dis oui, évidemment, il y a des moments où il y a de l'affrontement. Et ça passe à l'acte, c'est-à-dire il y a vraiment de la violence, ça crie, il y a des scènes où les gens sortent de leur état de contenance. Mais je ne saurais pas comment dire, à part que vraiment, je pense que c'est au moment où on atteint le niveau, le summum de ce qui est de l'incompréhension, du décalage de signification, et qui fait que les gens se parlent, et se parlent beaucoup, mais ne se comprennent pas et ont cette impression permanente que la personne en face ne comprend pas et qu'elles n'ont pas les mêmes intentions, mais que c'est impossible d'arriver. Enfin, c'est quelque chose qui fait monter en tension et qui rend violent les deux côtés. Ah oui. Oui. Si je peux me Florence, permettre sur la crise, parce que tu mets en perspective l'imaginaire et puis le pulsionnel, c'est qu'un des critères vraiment de la crise, c'est la sidération imaginaire, justement. Et donc, c'est dans ce moment de sidération où plus rien ne peut être pensé d'une projection, c'est-à-dire y compris la première projection qui serait comment se sortir de la situation de mal-être dans laquelle on est. Donc c'est vraiment cet arrêt, cette sidération de l'imaginaire qui fait exploser le pulsionnel. Enfin, je dirais ça. D'accord. Oui, oui. Ok. Ouais, je l'ai souvent rencontré, juste une petite remarque, dans les associations qui accueillent des adolescents en voie en souffrance et qui ont des comportements pulsionnels qui vont émerger au moment de la crise institutionnelle, mais qui émanent des adultes, qui viennent des adultes qui ont le coup. Voilà, donc c'est bien, enfin, il y a tout un ensemble dans l'institution qui est totalement déstabilisé. Oui. D'où l'importance de mettre l'accent sur l'institutionnel et pas sur l'organisationnel. C'est pas la même dimension. Bien sûr, dans les interventions de type psychosociologique, évidemment. Il y a une demande de prise de parole de Mathieu Cros. Mathieu, vous avez la parole. Merci. Bonsoir et merci Delphine pour la présentation qui est. On n'entend pas bien. On t'entend pas très fort, Mathieu. Et là, normalement, c'est mieux. Merci. Merci. Désolé. Non, déjà, un grand merci à Delphine pour le panorama que tu poses. Moi, je suis dans la crise en ce moment, donc on retrouve beaucoup de choses. Dans la suite de la question précédente, moi, je voulais que tu reviennes un peu sur la sortie de la crise. C'est peut-être intéressé, justement. Et dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y avait quelque chose d'un peu pessimiste où tu as dit un peu la crise se finit quand finalement cet élément perturbateur il finit par être mis dans le système et qu'on s'en rend plus compte, quoi. Et je me disais, est-ce que ça paraissait comment dire, une fin un peu négative ou pas? Et je me demandais aussi, dans toi, tes interventions et tout ça, comment on arrive à remettre, c'est quoi les portes d'entrée pour remettre cette dimension institutionnelle symbolique sur le devant,
euh, là où souvent ceux qui ont la capacité de prendre la décision de réouvrir ce chantier un peu, c'est ceux qui sont pas de ce côté-là et qui sont du côté plus gestionnaire, justement, quoi. Il y a une impasse un peu là, en fait. Qu'est-ce qui, je sais pas, c'est quoi des leviers d'intervention ou comment est-ce que la sortie de crise, elle est forcément pessimiste? C'est une bonne question, Mathieu. Écoute, l'idée, c'est que non, ce que j'avais dit, je crois, c'est oui, que la crise, elle se termine souvent aussi parce qu'il y a le départ d'une partie des gens, un renouvellement de l'équipe, et puis parce que le système arrive à trouver une façon d'intégrer le changement. Mais en fait, et c'était la conclusion, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc je n'ai pas conclu là-dessus, c'est l'idée qu'effectivement, il y a un moment catastrophiste quand les choses ne trouvent plus à faire sens, mais que l'idée, c'est de pouvoir, avec la mise en place d'un cadre analytique ou quelque chose comme ça, d'arriver à refaire du lien, à remettre des significations et à travailler sur qu'est-ce qui a fait écart en fait, d'arriver à réidentifier ensemble, à travailler sur saisir l'occasion donnée par la crise du fait que ce qui était implicite devient explicite et donc se saisir de finalement quels étaient les investissements des uns et des autres, quel était le sens posé à certains endroits et comment on peut faire du lien, montrer les écarts et faire du lien. C'est-à-dire, après, là où j'entends ce que tu dis ou ce que tu portes, c'est que évidemment, si tu dis les significations, elles sont l'envie de faire du lien avec ce qu'il y avait avant, elle est portée par l'ancienne équipe qui n'a pas la main sur les décisions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour leur donner envie d'ouvrir ce dossier-là? Alors, ça arrive dans les structures quand les gens n'en peuvent plus. En général, c'est à ce moment-là qu'ils appellent des tiers. Et là, évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à leur dire qu'il faudrait un accompagnement. Et là, souvent, il y a quelque chose. Enfin, je ne peux pas dire de comment ça se décide, je peux dire de ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est une demande. Et évidemment, c'est l'endroit délicat où il faut arriver à qu'émerge une demande d'ordre, j'allais dire psychosociaux, en tout cas d'un accompagnement qui ne soit pas uniquement de l'ordre de l'organisationnel. Peut-être Florence, si je veux ajouter, ce qui est très important, je crois, dans ce moment-là, c'est que la crise, elle est vraiment spécifiée par la rupture des liens, quoi. C'est-à-dire, chacun impute à l'autre une disqualification. Personne n'a raison de rien, en fait. Les systèmes s'opposent d'une façon très, très, très brutale. Et alors, c'est le moment où se reprend le lien. Mais on pourrait se dire, mais oui, mais comment va se reprendre le lien? Effectivement, souvent, c'est pas une médiation, il faut qu'il y ait vraiment une intervention extérieure. Mais ce qui est vraiment pour moi le moment où ça se reprend, enfin, c'est vraiment ce que j'ai vu dans les crises, c'est vraiment le moment où ce qui est imputé exclusivement à une volonté externe, par exemple à une volonté managériale, va pouvoir être ressaisi comme étant aussi des éléments déniés de l'association par ceux qui sont en opposition avec ces nouvelles réformes, etc. C'est-à-dire de voir qu'il y a des mécanismes qu'on dénonce comme étant ceux des méchants qui viennent imposer le système, et qu'il y a une possible appropriation de en quoi on y est aussi dans le système et en quoi il y a certains mécanismes qui sont aussi les autres et qui étaient déniés. C'est-à-dire une forme de réappropriation du sens qui ne vient pas cliver les imputations négatives d'un côté et les beaux idéaux de l'autre, mais de voir que, par exemple, il y a des modes de manipulation, il y a des modalités de pouvoir qui sont invisibilisées, etc., mais qui ne sont pas si éloignées de celles qui sont en train de se mettre en place et elles qui sont par contre très visibles, etc. Et donc dans le scandale de la crise, il y a aussi le scandale de comment le nouveau régime vient aussi révéler des contenus tout à fait déniés de nos propres participations aux constructions sociales, pour dire les choses comme ça. Je ne sais pas si tu as trouvé, du coup, si ça tout dit, Mathieu, sur la question de comment on fait. Mais il y a quand même l'idée que c'est compliqué dans l'entre-soi. Et que moi, j'ai déjà aussi entendu des organisations qui disent on trouve quelqu'un qui est en proximité, en alliance, mais un peu extérieur de l'association et qui va permettre, pas forcément même un intervenant, mais dans des échanges, etc., de raconter aussi l'angoisse qui circule. Et de dire aussi l'inquiétude que c'est pour les dirigeants, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire que évidemment, il y a cette image du dirigeant qui serait
malveillant, etc. Mais il y a aussi l'idée que la figure du dirigeant, elle se trouve extrêmement isolée avec cette responsabilité de l'économie et de toute cette angoisse, cette anxiété, le déclin de l'association. Et que un des moments où le dialogue se refait, c'est quand ce dirigeant ou cette direction, quand on parlait des administrateurs, peut formuler au collectif cette angoisse ou cette inquiétude forte et à quel point c'est pesant et à quel point, et ce qu'on voyait dans la figure du dirigeant dans mon travail, c'est vraiment qu'il y a un imaginaire du dirigeant qui ne devrait pas craquer, qui devrait tenir et qui garde et qui est très isolé. Et une des choses que je voulais faire et que je commence à faire, c'est aussi de cette idée de travailler d'accompagnement individuel ou en tout cas ou petit groupe, mais de la même structure, pour raconter ça, en fait, pour pouvoir vraiment accompagner cette solitude du dirigeant et pouvoir élaborer. Et en particulier, c'est des demandes maintenant de dirigeants bénévoles, c'est-à-dire pas forcément de salariés, qui disent aussi à quel point ils sont isolés, ils sont en difficulté sur à la fois être employeur, financeur, en charge de tout ça, et qu'avoir un endroit où le déposer et le partager, ça rend aussi le début du travail possible. En fait, le processus psychique, là, c'est vraiment la possibilité de trouver à refaire des identifications mutuelles. C'est-à-dire qu'on puisse, quelque part, commencer à s'identifier à l'autre, alors que justement, il n'y avait plus d'identification possible mutualisée, quoi. D'autres questions? Alors, j'ai pas d'autres questions. Il va être 20 h. Donc, est-ce Ah, qu'il il y est a 20 h déjà? Oui. une dernière intervention? Peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... J'ai entendu quelqu'un parler, mais je ne sais pas. Il y avait, il y a dans le travail de Delphine la notion du salarié engagé. Peut-être on peut demander à Delphine qu'est-ce que c'est que ce nouveau salarié, quelle est cette figure renouvelée du professionnel des associations qu'elle nomme dans son travail le salarié engagé. Je ne suis pas sûre de le faire en Oui, un peu de temps. On n'a peut-être pas le temps, donc on va vous renvoyer la question dans le livre. Il faut que vous ayez de l'appétit pour aller regarder cet ouvrage qui est un bon outil. Je le montre un peu. Alors, je remets les références du livre dans le chat. Ouais. Ok. Ben, on va peut-être s'arrêter là, alors. Ici, les 20 h, il ne faut pas dépasser les horaires. Ouais, et les 20 h pile, hein, vraiment, c'est Et en tant qu'administrateur du avec cordeau. Isabelle, Ouais. on va devoir assumer cette fonction-là, en effet, de nous dire que le Bon, ben, temps est merci. passé très vite. Ouais, merci à tous d'avoir été là, hein, nombreux. Et puis, on se donne rendez-vous. Il n'y a pas de date fixée, mais vous savez que les conférences du CIRFIP vont reprendre. C'est une bonne nouvelle. Et donc, on se donnera rendez-vous. Vous aurez les informations pour poursuivre ces conférences et donc ces échanges de réflexion dans une orientation psychosociologique. À bientôt à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Donc, j'ai mis dans le chat les coordonnées du CIRFIP, le lien LinkedIn pour avoir aussi être au courant et tenu au courant des prochaines initiatives. Merci. Merci à Delphine. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Merci, à bientôt. Au revoir.